jeudi matin. Le premier coup de cloche va bel et bien sonner dans moins de 48 heures. La rentrée des classes pour tous les écoliers de la RDC confirmée pour le lundi 1er septembre prochain. La confirmation a été faite par la ministre de l'Éducation nationale. Pour Aïssa Malou, toutes les mesures nécessaires sont prises pour encourager une bonne rentrée. Vous l'entendrez dans un instant. Également, au sommaire de votre recette, retour à la vie civile de plusieurs ex-combattants issus des différents groupes armés dans la province du Tanganyika. 600 au total. Ces anciens rebelles viennent de quitter la rébellion. La cérémonie de démobilisation était présidée par le gouverneur des provinces. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, une camionnette 100% congolaise fabriquée, montée à Kinshasa, plus précisément dans un atelier dans la commune de Massina. Elle est l'œuvre de quelques jeunes ingénieurs congolais. Cet engin roulant multifonctionnel va servir au transport des produits agricoles dans les milieux ruraux et aussi à l'évacuation des déchets. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour le petit désagrément observé au début de ce journal. Le centre d'instruction ou des formations militaires de Lokando au Maniema à l'abandon total. Tout est vieux dans ces centres. Même son centre hospitalier manque de tout. Vous le verrez sur les images. Avec une capacité d'accueil de plus de 3000 recrues, ce centre va bientôt renaître. C'est la décision du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, à visiter ces centres, la dernière étape de son itinérance à Kindu avant de regagner Kinshasa, comme nous dit Sandra Nyang. Et je reste au Fouché. Au cœur du Maniema, à plus de 60 km de Kindu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Mwadianvita, a bravé les difficultés d'accès et la route délabrée pour rejoindre personnellement le centre d'instruction de Lokando. Un déplacement révélateur d'un engagement profond, redynamiser les FARDC à travers une formation militaire solide et structurée. Dans la vision du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la montée en puissance de FARDC passe par la discipline, l'entraînement et le renforcement des capacités opérationnelles. Et c'est précisément ce que maître Guy Kabombo Mwadianvita est venu relancer à Lokando, un centre stratégique capable d'accueillir plus de 3000 recrues, mais laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Face à cette situation, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a annoncé sa volonté ferme de réhabiliter le site et d'y envoyer rapidement une nouvelle cohorte. L'objectif est de bâtir une armée professionnelle, républicaine et dissuasive. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de conduite du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui place la sécurité et la souveraineté nationale au cœur de ses priorités. En dépit des contraintes logistiques, cette visite clôture une tournée d'itinérance marquée par le courage, l'écoute et la proximité. C'est la toute première fois que nous avons vu le vice-premier ministre de la Défense venir nous visiter ici. C'est vraiment un miracle pour nous. Je pense qu'il y aura de bonnes choses après lui. Maître Guy Kabombo Mwadianvita repart de Kindu avec une promesse, celle d'un retour effectif à Lokando, non pas comme souvenir mais comme pilier vivant de la renaissance des FARDC. Retour à la vie civile de plusieurs ex-combattants issus des différents groupes armés dans la province du Tanganyika. Je le dis au sommaire, 600 au total. Ces anciens rebelles viennent de quitter la rébellion. La cérémonie de démobilisation a été présidée par le gouverneur des provinces et coordonnée par les programmes PDD RCS. D'autres détails avec Peggy Mukunda dans ce reportage. Environ 600 ex-combattants issus des groupes armés Fimbo Nafimbo, Okilima, Ngoma Pasuka et Bilosé Bichambuke viennent d'être démobilisés. La cérémonie officielle du lancement des opérations de démobilisation de ces ex-combattants par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a été présidée par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, au village Tumbwe, situé à une dizaine de kilomètres du sud du territoire des Kalemi. Ce dernier a rendu
un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son leadership et son engagement en faveur de la pacification de l'Est du pays. Pour sa part, le coordonnateur national adjoint du PDDRCS en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, a salué les efforts du gouvernement provincial qui travaille d'arrache-pied pour la consolidation de la paix dans les Tanganyika. Cette cérémonie solennelle n'est pas seulement un rituel institutionnel, elle constitue l'expression concrète de la volonté ferme de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, de restaurer la sécurité et la stabilité. Cérémonie marquée par la visite de différents stands mis en place pour les opérations de l'identification des ex-combattants jusqu'à la remise officielle du certificat d'éligibilité. Les chefs coutumiers et les notables du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema exigent leur participation aux différents accords signés pour le retour de la paix dans l'espace Grand Kivu. Décision prise à l'unanimité à Kinshasa au cours d'un atelier des fraternités, cohésion et unité nationale qui a réuni toutes ces notabilités. Yvette Makuntima et Eric Nzouzi nous en disent plus. C'est une région au paysage idyllique est réputé dans son ensemble pour être un paradis sur terre. Le Grand Kivu, qui regroupe 3 provinces notamment, le Maniema, le Nord et Sud Kivu, est malheureusement secoué au cours de son histoire par des conflits récurrents dus à la convoitise de ses nombreux atouts et richesses. La notabilité et communauté Grand Kivu, du moins ses membres et autorités coutumières se sont réunis autour de leur président Joseph Nkinzo pour saluer les avancées diplomatiques réalisées, vision éclairée du chef de l'État. Après tous ces accords, les terroristes du M23 et l'AFC continuent leur sale besogne et massacrent la population. Les autorités coutumières et notables du Grand Kivu sollicitent auprès de la plus haute autorité de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, leur participation aux différentes étapes du processus de paix. Nous sommes réunis pour échanger sur la question des différents accords qui sont en train de signer dans notre pays. Et c'est la question nos espaces qui sont pris en compte, mais nous, on n'est pas associés dans ces démarches. On aimerait que nous soyons partie prenante dans tous ces accords-là, qu'on sache de quoi il s'agit et qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que la paix puisse être rétablie dans notre territoire. Et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Nous saluons la diplomatie agissante du président de la République. En outre, les membres de cette structure ont tous à l'unanimité exprimer leur satisfaction et fierté au chef de l'État pour la reconduction et nomination des filles et fils du Grand Kivu au sein du gouvernement Souminois II. Le premier coup de cloche va bel et bien sonner dans moins de 48 heures. La rentrée des classes pour tous les écoliers de la RDC est confirmée pour le lundi 1er septembre prochain. La confirmation a été faite par la ministre de l'Éducation nationale dans un message adressé à la nation. Pour Aïssa Malou, toutes les mesures pratiques prises pour garantir une bonne rentrée scolaire. On l'écoute. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous pour annoncer le lancement ce lundi 1er septembre de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette période demeure un moment clé pour nos élèves, nos enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. En collaboration avec tous nos partenaires, l'administration de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté se mobilise pour faire de l'école un lieu de formation de citoyens responsables et engagés. Nous avons pris des mesures concrètes pour encourager les pratiques civiques au sein de nos établissements. Cette année, nous nous engageons à bâtir un environnement d'apprentissage encore plus stimulant et inclusif. Nos efforts se concentrent sur 4 priorités essentielles. La consolidation de la gratuité, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies dans nos salles de classe. 450 millions de dollars, c'est le montant estimé pour un gigantesque projet de connexion routière entre la RDC et ses pays voisins. Ces projets ambitieux, élaborés par une firme sud-africaine, est déjà sur la table du ministre des Infrastructures, John Lunda. Ces derniers a aussi discuté avec 2 ambassadeurs à Posta Kinshasa, celui
de la Tanzanie et de la Chine. Tous deux souhaitent une coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures. Regardez. Deux ambassadeurs sur tour à tour le même jour par le ministre des infrastructures et travaux publics. Le premier a discuté avec John Banza Lunda, c'est l'ambassadeur tanzanien en poste à Kinshasa. Les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Tanzanie dans le domaine stratégique des infrastructures et des transports. Peu après, c'était le tour de l'ambassadeur chinois à franchir les portillons du ministère des Infrastructures. Auprès de John Banza Lunda, Zhao Bin a insisté sur la solidité du partenariat sino-congolais dans le domaine des infrastructures. Il a aussi affirmé l'importance de maintenir une collaboration étroite entre le ministère pour les projets en cours et futurs. 24 heures après, le patron des infrastructures a eu des échanges avec le patron de la firme sud-africaine Gouma. Sur la table de discussion, les gigantesques projets de liaison routière entre les RDC et ses pays voisins. Ces projets visent aussi à connecter chaque village, ville et agglomération de la RDC. Il est estimé à la hauteur de 450 millions de dollars. Au-delà de l'aspect technique, cette initiative représente un signal fort pour les relations entre la RDC et l'Afrique du Sud, illustrant le potentiel des partenariats sud-sud dans le développement des infrastructures africaines. Toutes ces discussions démontrent la volonté affirmée de John Banza Lunda de faire des infrastructures un levier stratégique pour le développement et la coopération régionale. Troisième et avant-dernière journée du 14e congrès et assemblée générale de l'Union des architectes d'Afrique à Kinshasa. Hier, les étudiants de l'architecture de l'ISAU étaient mis à l'épreuve. Ils ont fait un concours aux allures d'une exposition dans les domaines de bâtiments. Patito Ndwango et Jean-Pierre Mouaï étaient sur place. Au troisième jour des travaux du 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme a prévu un concours pour 2 promotions. Il nous a été demandé de faire un stand d'exposition. Objectif, allier théorie à la pratique pour ces architectes en devenir. Explication du chef des travaux, Willy Chollet. L'objectif était justement de faire voir à tous les congressistes qui viennent d'ici et d'ailleurs que dans ce pays, il y a une école d'architecture. On veut lier aussi ce qu'ils apprennent à l'école par rapport à la vie d'ensemble, parce qu'un architecte à résoudre le problème de société, et c'est en voyant ce qui s'est fait qu'ils peuvent justement améliorer la vie de population, notamment dans le domaine de bâtiments. Tout en soulignant la notoriété de l'ISAU, le professeur Chiswa Kangalula mise rapport du gouvernement pour relever les défis. Tout ce qui était dans la salle, du moins les architectes congolais, sont les produits de l'ISAU. On a déjà planté les décors, les gens ont pu comprendre et savoir que les architectes congolais, ils existent. Et à partir de ça, je crois qu'ils peuvent faire confiance aux architectes congolais qui peuvent aussi produire de belles œuvres telles qu'on les voit ailleurs et penser à ce que la population puisse avoir un accès facile à l'architecture. Donc, l'architecture pour tout le monde. Placé sous les thèmes résilience des villes africaines face à l'exploitation minière et industrielle et face aux catastrophes naturelles, ce 14e congrès réunit tous ceux qui sont concernés par l'architecture africaine. L'Afrique ne doit rien au monde, c'est plutôt le monde qui doit à l'Afrique. C'est le coup de gueule d'une députée nationale congolaise lors des travaux mixtes des parlementaires africains sur la justice climatique qui se tient au Ghana. Erwan Boulumbe, élu du Mwamba, prend part à la 5e édition de la conférence africaine sur la dette. Totosu nous en parlait. L'Afrique ne doit rien au monde, c'est le monde qui doit à l'Afrique. Voici le message clé porté par le jeune parlementaire de l'Afrique à la 5e édition de la conférence africaine sur la dette et le développement afro-dette à Accra, au Ghana. Parmi les jeunes leaders de ces mouvements africains qui réfléchissent sur le poids écrasant de la dette africaine, la députée nationale Hermione Boulumbe, véritable voix qui porte en Afrique l'élu du Mwamba, a poussé ses collègues africains à passer des discours à l'action. Les jeunes fers de lance du développement en Afrique doivent se réveiller, estime la députée nationale Hermione Boulumbe, car l'Afrique ne doit rien au monde. C'est très important que les gens comprennent, particulièrement mon pays,
qu'aujourd'hui on parle de la justice réparatrice. Il n'y a aucune dette. L'Afrique ne doit rien au monde. Par contre, c'est le monde qui doit en Afrique. Vous avez suivi le secrétaire général des jeunes parlementaires africains qui a bien milité, qui a bien expliqué l'importance de relayer ces problèmes au niveau de nos parlements pour que les problèmes soient compris en Afrique et dans tous les pays. Les jeunes, réveillez-vous. Aujourd'hui, le développement d'un pays passe par les jeunes. C'est très important que les jeunes comprennent notre rôle au sein de nos différents pays. Les jeunes doivent comprendre que non, on doit s'élever. Durant 3 jours, soit du 27 au 29 août, de jeunes leaders africains discuteront sur le thème « Crise de la dette en Afrique » avec des analyses du cadre de réparation et de la justice réparatrice. La radio-télévision nationale congolaise RTNC veut adapter ces quelques textes de son fonctionnement qui datent de 2009 et ont démontré leurs limites face à la réalité du terrain. Tous les directeurs centraux discutent et débattent pour tenter de réadapter ces textes. Les recommandations seront soumises au ministre des tutelles, comme nous disent Patricia Oungou et Siandé Emaka qui ont couvert cette activité. Les directeurs centraux de la radio-télévision nationale congolaise ont pris part à une réunion technique. Il était question de revisiter ce décret numéro 09/62 du 3 décembre 2009, document fondamental qui régit le fonctionnement actuel de la RTNC. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'adapter les textes à la réalité actuelle du média public dans un environnement en pleine mutation. Cette séance qui a un peu abouti à des échanges fructueux pour l'avenir et nous allons nécessairement retenir ce qu'il faut pour présenter au niveau des ministères des recommandations issues de cette réunion. Cette rencontre est une étape importante dans la modernisation de la gestion administrative de la radio-télévision nationale congolaise, telle que voulue par les constituants et les gouvernements de la République, par l'entremise du ministre des tutelles, Patrick Mouyaya Katembwe. La 47e édition de la Foire internationale de Kinshasa n'a pas encore fermé ses portes. Parmi les stands érigés sur place, l'on aperçoit celui de la Direction générale des impôts DGI. Hier, son directeur général a effectué une visite surprise dans les stands de son établissement public. Jean-Pierre Dolodé Mazou et José Dimonekene étaient dans sa suite. Accompagné du directeur général de la FIKIN Didier Kambampele, le directeur général des impôts Barnabé Kadimwamba a visité les stands de la foire. Il a été émerveillé par les expositions, ce avant d'atterrir au stand érigé par la direction générale des impôts dans l'enceinte même de la FIKIN. Une occasion pour le patron des impôts de parler des réformes initiées par la régie financière aux nombreux visiteurs de la foire. Nous avons deux grandes réformes que nous sommes en train de mettre en place. Il s'agit bien de l'impôt des sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ces deux impôts, dès qu'on va les mettre en place, ça nous permettra de booster les recettes, donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. La présente édition de la FIKIN, dont le thème est de la paix et l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, entend conduire la foire à bon port. C'est ici l'occasion de féliciter les DG de la DGI pour tous les efforts qu'il fait, parce que depuis qu'il a la tête, les recettes, les fonds ont augmenté. Et avec la facture normalisée, on saura identifier qui a payé quoi et où. Et c'est pour l'encadrement des recettes. Le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi, a lancé un appel à la population congolaise. J'appelle toute la population congolaise à payer correctement son impôt. Donc vous entrez dans un supermarché, vous achetez, après exigez votre facture. Et que sur la facture, que la TVA soit vraiment incluse. Un message capté 5 sur 5 par les visiteurs qui entendent désormais s'acquitter de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Une
100% congolaise fabriquée, montée à Kinshasa, plus précisément dans un atelier de la commune de Massina. Elle est l'œuvre de quelques jeunes ingénieurs congolais. Cet engin roulant multifonctionnel va servir au transport des produits agricoles dans les milieux ruraux et aussi à l'évacuation des déchets. Cédric Kenina et Rigen Shindano nous font découvrir cette invention Made in Congo. Regardez. Un prototype Made in Congo. C'est une véritable fierté nationale qui prend forme à Kinshasa. Un engin roulant multifonctionnel, pensé et conçu localement par de jeunes ingénieurs congolais, dont l'un issu de la diaspora. Alors, j'ai voulu concevoir ce prototype parce que, en fait, pour moi, il y a une nécessité qu'au Congo, on puisse fabriquer aussi bien des véhicules que d'autres produits et qu'on ne soit pas dépendant uniquement des pays asiatiques ou des pays occidentaux. Je veux vraiment qu'on donne à notre pays une totale autonomie. Sorti tout droit des ateliers des Massina Petro, les véhicules utilitaires incarnent l'innovation à la congolaise. Il ne s'agit pas seulement d'un défi technique, mais d'une réponse concrète à des problématiques locales, le transport des produits agricoles vers les centres urbains, l'évacuation des déchets ou encore la création d'emplois durables. Emmanuel, en charge de l'ingénierie, souligne ici l'importance d'un tel outil dans l'amélioration de la vie quotidienne des populations rurales et urbaines. Une camionnette qui va répondre aux exigences des transports de biens et de marchandises. Et c'est censé être tout terrain. On est vraiment dans la phase où on doit vraiment éclore pour faire encore le max de ce que nous voulons faire. Les concepteurs lancent ici un appel aux autorités compétentes et aux partenaires privés pour que ces prototypes ne restent pas une prouesse isolée, mais deviennent une opportunité réelle du développement industriel en République démocratique du Congo. Les maraîchères et maraîchers de l'RDC sur les bancs de l'école. Pendant plusieurs jours, ils apprennent toutes les techniques des plantations, et aussi leurs droits. Une formation dispensée par le centre INADES. C'est un reportage de Patricia Wong. Dans le secteur agricole, certaines structures se démarquent par leur engagement en faveur de l'autonomisation des femmes à travers des formations dispensées par INAD Formation Congo. Les femmes agronomes du consortium APCS-CEFSFOR ont organisé une série de formations en faveur de femmes maraîchères. La formation qu'on leur donne ne peut pas se limiter à comment planter. Ils doivent aussi bénéficier des formations qui touchent leur social, qui touchent leur vie en dehors de l'agriculture, en dehors du champ. Et actuellement, dans le monde, dans le contexte actuel, la femme est dans une position de faiblesse où elle n'en est pas nécessaire ses droits et la société souvent utilise ça pour l'opprimer, pour l'oppresser. Alors, dans le cadre du projet, comme nous sommes un projet de développement, nous sommes un centre de formation, nous ciblons toutes sortes de formations. Nous sommes toutes sortes de thématiques, entre autres la sensibilisation sur les droits de la femme, le leadership féminin, donc l'agriculture, les techniques agricoles, on touche à tout. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre l'insécurité alimentaire conformément à la vision prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la revanche du sol sur le sous-sol et celle de la promotion de la classe moyenne grâce à l'agriculture. C'est aussi dans l'optique de booster les développements à la base. Nous faisons marche arrière pour vous parler encore de la TICAD 9 qui s'est clôturée il y a une semaine au Japon. Parmi les entreprises congolaises présentes sur place figure l'ANAPI qui sur place a arraché 2 nouveaux accords dans le secteur minier entre la RDC et le Japon, comme nous dit Yvette Makuntima dans ses reportages. Au-delà des échanges traditionnels, la TICAD 9 a permis aux États africains présents de renforcer leurs liens de coopération avec le Japon dans plusieurs domaines, notamment économiques, incluant l'ensemble des agrégats de développement dans le but de stimuler les investissements en Afrique. Au cours de ces travaux, la chef du gouvernement congolais a visité les stands de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, où elle a été accueillie par une forte délégation de l'ANAPI, représentée par la directrice générale Rachel Punguluamba. Cette visite a été l'occasion de mettre en lumière les opportunités d'affaires dans les secteurs prioritaires en RDC.
Ce forum qui s'est bien soldé puisqu'il y a eu notamment la signature d'un MOU entre deux structures, deux entreprises, une entreprise privée congolaise, Kivuvu, et une entreprise privée japonaise, AML, qui vont exploiter le manganèse et toute la chaîne de valeur autour dans le Congo central. Donc c'est une grande avancée. Un partenariat qui naît, grandit et ouvre la voie à d'autres horizons. Les services géologiques nationaux du Congo convolent désormais en juste noces avec la firme japonaise Solafaun dans le cadre de la recherche géologique et minière en RDC. Un protocole d'accord signé en marge de la TICAD 19 au Japon qui porte également sur l'acquisition des satellitaires et leur traitement, y compris l'application de l'intelligence artificielle. Des enfants déscolarisés vulnérables dès 12 à 16 ans initiés au métier des maçonneries et menuiseries, une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Boyekoli qui vient d'être lancé, comme nous dit Révérend Tantou. Dans le cadre du lancement officiel du projet Boyekoli, initié par l'ASBL Winer DRC que dirige Ouanjiloa Kajanoël, en partenariat avec la division urbaine des affaires sociales et solidarité nationale, avec comme mission la lutte contre l'analphabétisme par la création des écoles et centres d'apprentissage des métiers, la lutte contre la pauvreté et délinquance juvénile, tabagisme, drogue et stupéfiants, l'encadrement des personnes de troisième âge, pour ne citer que ça. Ces deux structures sont au cœur de l'organisation de la formation des enfants et jeunes désœuvrés ou déscolarisés dont l'âge varie de 12 à 16 ans dans les domaines de la construction, maçonnerie et menuiserie avec pour finalité constituer de ce jeunes une main-d'œuvre qualifiée au sein du monde professionnel. À la fin de l'activité, Ouanjiloa Kajanoël, président directeur exécutif de l'ASBL Winer DRC, a souligné ce qui suit. Nous sommes simplement animés du souci de l'encadrement de la formation de la jeunesse qui est aujourd'hui presque abandonnée à son triste sort. Notre nation a besoin de jeunes formés, de jeunes qui ont de la main-d'œuvre qualifiée. L'occasion pour Lucie Kanko, chef des divisions urbaines des affaires sociales et solidarité nationale, de livrer sa joie. C'est pour nous un grand privilège puisque ça contribue à atténuer le banditisme dans la ville de Kinshasa. Tous ces enfants, ce sont des enfants abandonnés, des enfants en situation difficile, bref, vulnérables. Et que nous, les affaires sociales, nous avons toujours eu à encadrer. Nous encourageons cette initiative du projet Toyekola qui va aider le gouvernement demain à avoir deux ingénieurs tels qu'ils sont là. Ces projets relatifs à la formation de jeunes vulnérables dans les domaines de la construction restent la priorité de cette collaboration entre ces deux structures. Le futur de cette jeunesse congolaise est prometteur. Et de la politique à présent, avant de nous quitter, c'est le jour J pour l'Union sacrée de la Nation qui tient aujourd'hui son deuxième congrès extraordinaire ici à Kinshasa. Hier, la coordination de cette plateforme était descendue au centre culturel pour s'assurer des bons préparatifs des travaux. Robert Ndaï. À quelques heures de l'ouverture ordinaire de l'Union sacrée de la Nation, les préparatifs battent leur plein. Ce congrès, qui promet d'être un événement majeur pour la plateforme présidentielle, se tiendra au Centre culturel d'Afrique centrale. La salle choisie pour cet événement historique a une riche histoire. Ce vendredi 29 août 2025, la coordination a fait les tours, une visite de la salle pour s'assurer que tout soit prêt. Tous ont vérifié les dispositions des sièges pour favoriser les échanges et débats entre congressistes. La sonorisation et les équipements audiovisuels ont été également testés. Des mesures de sécurité rigoureusement mises en place pour garantir la sécurité des participants venus du monde entier. Lors d'une réunion au Centre culturel d'Afrique centrale, les discussions ont tourné sur les événements décoratifs qui reflètent l'identité de l'Union sacrée de la Nation. Effectivement, au Congrès, ce samedi et 30 août 2025, sur décision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et comme il a dit à plusieurs reprises, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut d'une union sacrée qui s'inscrive dans la longue durée au pouvoir. Dans la ville, l'ambiance est palpable. Les derniers réglages se poursuivent pour garantir les succès de ce congrès. Le délégué de la diaspora venu de l'Afrique du Sud, du Canada, Belgique et France sont déjà dans la capitale congolaise. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbate Bitoukoume Soumangou, appelle à une mobilisation tous azimuts. Tous
Derrière, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est fini pour ce journal de 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Pati Tundwango, réalisé par Jonathan Moubalama Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Ruben Sakumbu, Didier Diaoua, Hugues Vouillet. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Paulette Lumba. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.